Des raisons de rapidité, je suis obligé de vous donner un exposé de la philosophie du droit qui est un petit peu a priori, un peu systématique, qui devrait normalement reposer sur une induction historique et politique. Je suis obligé de faire comme ça pour des raisons de brièveté, pour vous donner quand même un bagage suffisant. Bien, alors il nous faudrait faire normalement toute l'histoire de la théologie, de la philosophie du droit, dans l'Antiquité, dans la philosophie chrétienne et surtout dans la philosophie moderne. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien. Enfin, restons-en à l'essentiel. Donc le droit, de quoi s'agit-il? Droit, juste, en latin c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, juste ou droit? Ça veut dire que c'est adapté. Eh bien, en politique, on dira qu'une chose est juste ou droite, parce qu'elle est adaptée, parce qu'elle est proportionnée à une personne. Donc c'est une réalité, le droit, la chose juste, la chose droite, un droit, si vous préférez, un droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une chose juste, une chose adaptée à une personne. C'est adapté à une personne, donc ça présuppose, ou ça entraîne, pardon, ça va avec en tout cas, dans la personne, avec un certain rapport à cette chose. Et ce rapport à cette chose, c'est ce qu'on appelle, j'ai omis de le signaler la dernière fois, c'est ce qu'on appelle un titre juridique. Un titre juridique. Quand on a un titre. Le titre juridique, c'est le fondement de cette égalité du côté de la personne. Voyez, donc le droit, c'est ce qui est adapté à une personne. Donc c'est une réalité. Une réalité, c'est-à-dire une chose ou une action. Une réalité morale, d'ordre moral, donc ça peut être une chose en tant qu'elle est donnée, en tant qu'elle est échangée, ou une activité, une action, quelque chose de moral, qui est juste. Pourquoi juste? Parce qu'elle est adaptée à une personne. Et ce qui, dans la personne, est le fondement de cette égalité, c'est ce qu'on appelle le titre juridique. Le titre qui dit le droit. Titulus juridicus, c'est-à-dire titulus juridicum, c'est-à-dire le titre qui dit le droit. Titulum juridicum, c'est le titre qui dit le droit, qui dit ce qui est droit. Bon. Donc le droit va de pair avec une personne, avec un titre. Un titre qui peut venir de différentes raisons, différentes causes, mais qui sont les causes du droit, précisément. Bon. Alors ce droit, d'où vient-il? D'où vient le fait qu'il y a quelque chose qui est adapté à la personne? Eh bien, ça vient de par ses rapports avec la communauté ou de par ses rapports avec les autres. Donc, on distinguera, je ne vais pas le réécrire au tableau, le droit légal qui vient des rapports de la personne à la cité, en tant que la personne est ordonnée à la cité, en tant que la personne est une partie de la cité par rapport à la cité. Donc, c'est ce que l'on doit donner à la cité, ce qui convient à la communauté, le droit légal, ce qui est juste, ce qui est droit légalement, c'est ce qu'on doit donner à la communauté, ce qui est adapté à la communauté, ce qui est adapté à la cité. Et puis il y a le droit particulier. Le droit particulier, c'est ce qui est adapté à la personne. Et ce droit particulier se subdivise en deux, le droit distributif et le droit commutatif. Le droit distributif, c'est ce qui est juste à la personne en tant qu'elle est partie de la communauté, et le droit commutatif, c'est ce qui est juste pour la personne de par ses rapports avec les autres personnes. Voilà. Donc vous voyez, le droit légal et le droit distributif sont en opposition l'un avec l'autre, enfin en opposition relative. Droit légal, c'est ce que la personne doit donner à la communauté. Distributif, c'est ce que la communauté doit donner à la personne. Donc ce qui donne en définitive trois droits, le droit légal, le droit distributif et le droit commutatif. Du point de vue de cette personne, il faut distinguer différentes sortes de droits. Il y a un droit pur et simple, s'il s'agit de rapports, soit dans une communauté, soit entre des personnes, des rapports avec des personnes égales. Bon, elles ne sont jamais purement et simplement égales, mais elles sont de même condition dans cette communauté, en tant qu'elles font partie de la même communauté. Et puis un droit secundum quid, lorsqu'il n'y a pas d'égalité, par exemple, dans la famille. Dans la famille, il y a une certaine hiérarchie naturelle, voyez.
Bon. Dans la cité, vous me direz, mais dans la cité, il y a une hiérarchie. Oui, c'est vrai que dans la cité, il y a une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie qui n'est pas naturelle. C'est une hiérarchie accidentelle. On ne naît pas, par sa naissance, dans telle situation hiérarchique. C'est accidentel. Bon. Tandis que dans la famille, si. Alors là, c'est naturel. La hiérarchie de la famille ne dépend pas des accidents ni de la décision du père de famille. C'est comme ça. Bon. Et puis on pourra parler aussi de droit dominatif, bon, lorsqu'il y a esclavage. Bon, que l'esclavage soit juste ou pas juste, c'est autre chose. Comment faut-il l'envisager, c'est autre chose, mais enfin, ça existe. Bon. Et puis dans la communauté, eh bien, on pourra distinguer, évidemment, selon les différentes communautés qui composent la communauté, selon qu'il s'agit de militaires, de magistrats, de prêtres, etc. Du point de vue de la cause, on distingue ce qui produit ce droit. Quelle est l'origine de ce droit? Qu'est-ce qui fait, autrement dit, qu'est-ce qui fait que cette chose est juste pour cette personne? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas juste? Eh bien, ça peut venir de la nature elle-même, et c'est le droit naturel. Ça peut venir des conclusions les plus communes de la nature, qui sont valables dans la plupart des cas, mais pas toujours. C'est ce qu'on appelle le jus gentium, ce qu'on appelle encore le droit des gens. Et puis enfin, il y a des choses qui sont justes pour cette personne, mais ça vient d'une décision de la société. Et c'est ce qu'on appelle le droit positif. Bon, exemple, le droit positif, bon, ben, il est juste. Bon, moi, je dois circuler à droite quand je roule en voiture. Ah, ben, c'est du droit positif. Enfin, on aurait très bien pu décréter le contraire, mais à partir du moment où le gouvernement a décidé qu'on roulait à droite, bien on roule à droite, et il est juste de rouler à droite, il est injuste de rouler à gauche. Bon. Alors, voyons maintenant chacun de ces droits, l'un après l'autre. Très brièvement. D'abord, parlons du droit légal. Eh bien, le droit légal, bon, et bien sûr, a pour objet le bien commun. Ça, c'est assez évident, bien sûr, puisque le droit légal concerne ce qui convient à la cité, donc son objet immédiat, c'est le bien commun. Et ça vous explique pourquoi le droit légal domine les autres. C'est le droit légal qui, dans le définitive, finalise les autres droits. Pourquoi sera-t-il juste de donner telle chose à telle personne? C'est le droit distributif, parce que ça convient au bien commun. Et même pour le droit commutatif, dans les rapports des personnes entre elles, ce sera toujours sous la domination du bien commun. Donc c'est le droit légal qui dominera tous les autres droits. On le dit légal parce qu'il est réglé par la loi. Mais attention, je vous ai bien dit que le droit avait trois sources: la nature, le droit des gens et le positif, le droit positif. Donc en fait, ce qu'on appelle le droit légal ne regarde pas seulement ce qui est promulgué par les lois positives d'un État, mais ça repose bien sûr sur la nature. Ça repose aussi sur la nature, il ne s'agit pas seulement de dire que ça repose sur les lois. Aujourd'hui, les idéologies actuelles reposent sur ce qu'on appelle le positivisme juridique, où on considère que est droit ce que décide la loi, un point c'est tout, et que la loi elle-même n'a pas de référence à la nature. Ça, nous verrons que c'est faux, bien sûr. Donc quand on dit droit légal, attention. Lorsque je dis que le droit légal est premier, donc que la justice légale, et la justice étant la vertu qui fait appliquer le droit, eh bien, la justice légale est première, attention, ça ne veut pas dire que c'est les lois qui règlent toute la morale, c'est pas ça, on veut dire simplement, le mot légal ici signifie simplement que c'est la communauté. Voilà, et on dit légal parce que c'est promulgué par les lois, mais enfin, ça ne se réduit pas aux lois quand même, il y a les lois naturelles quand même, le droit naturel. Bon. Alors, c'est de ce droit légal que relève tout ce qui concerne les rapports de l'homme avec la cité, et également ce qui ressort, en partie du moins, ce qui ressort de la vie humaine, vous voyez. J'entends au plan politique. Au plan de la morale individuelle, c'est autre chose, mais la morale individuelle, nous avons vu que c'était théologique, donc je ne vais pas en parler ici. Le droit particulier, je n'en dirai pas plus sur le droit légal. J'en parlerai tout à l'heure quand on traitera d'autres aspects, mais pour le droit légal en tant que tel, je ne vais pas développer ici. Le droit particulier. Donc le droit particulier, c'est ce qui regarde la personne. Donc c'est une personne particulière, ou une partie particulière. Là aussi, ça se réfère au bien commun. Et le titre juridique dont j'ai parlé tout à l'heure, ça vaut par rapport au bien commun. Cette justice particulière, ce droit particulier, se subdivise, nous l'avons vu, en distributif et commutatif. Et c'est là que vont intervenir les difficultés. Le droit distributif, tout d'abord. Nous avons dit tout à l'heure que était droit ce qui était égal
adapté à une personne. Mais précisément, la personne, en tant qu'elle est partie de la communauté, qu'est-ce qui fait qu'une chose lui est adaptée? Comment puis-je dire qu'il est juste que cette personne, dans la communauté, reçoive telle récompense? Eh bien, ce sont les rapports entre la personne et la communauté. Donc, cette égalité de choses provient de la place de la personne dans la communauté. Cette égalité de choses provient de la place de la personne dans la communauté. Donc, le milieu ou la règle de cette égalité est selon le rapport de la personne à la communauté. Donc l'égalité, une égalité proportionnelle. C'est une égalité proportionnelle, c'est-à-dire, je dis que la chose est rapportée à la personne. Bon. Et qu'est-ce qui va régler le rapport de la chose avec la personne? Eh bien, c'est le rapport de la personne à la communauté. C'est ce qu'on appelle une proportionnalité. En comparaison avec les mathématiques, on dirait c'est une proportion géométrique. La chose convient à cette personne par rapport à cette personne. C'est proportionnel au rapport de la chose avec cette autre personne. C'est proportionnel au rapport d'une autre chose avec une autre personne. C'est une proportion, ce n'est pas une égalité. Et c'est de par le rapport des personnes à la communauté. Autrement dit, ça dépend de la place de la personne dans la hiérarchie de la communauté. Ça dépend de la place de la personne dans la hiérarchie de la communauté. Ça dépend de l'activité de la personne par rapport à la communauté. Ça dépend du bien que la personne apporte à la communauté. Tout à fait. On pourrait dire effectivement que la chose est à la personne comme la personne est à la cité, d'une certaine manière. C'est-à-dire plus la personne est importante dans la communauté, plus la chose juste pour elle est importante. Bon, on peut l'illustrer de différentes manières. Et vous avez, je ne sais pas si vous voyez, là on touche un point très important des problèmes actuels. À partir du moment où vous mettez en cause cette vie commune, cette appartenance à une communauté, cette hiérarchie sociale, par le fait même, la justice est hiérarchisée. Bon, ça veut dire que plus une personne est élevée dans la hiérarchie de la communauté, plus elle a des responsabilités dans la communauté, et plus les choses qui lui conviennent sont plus importantes. Ce qui veut dire de manière plus concrète, eh bien que ceux qui ont une position sociale plus élevée doivent avoir des biens plus élevés. C'est plus juste. C'est conforme au bien commun d'agir ainsi. Alors, mais monsieur l'abbé, est-ce que la hiérarchie sociale est juste? Alors bon, ça c'est un autre problème. Est-ce que la constitution de la société est juste ou pas? Ah, ça c'est une autre question. Évidemment, si la hiérarchie sociale est injuste, par le fait même, la répartition des biens est injuste. Bien sûr. Mais à partir du moment où, si on présuppose que la hiérarchie sociale est juste, juste, disons, qu'elle est conforme au bien commun, elle est conforme à la nature, alors dans ce cas, évidemment, donc ça suppose que la justice légale est convenable. Ça suppose que la constitution de la communauté soit juste, soit bonne. Si la constitution de la communauté est bonne, alors il s'ensuit que une hiérarchie des biens est juste. Alors, toujours est-il que c'est le rapport à la communauté, c'est le bien que l'on fait à la communauté. Bon, alors dans la hiérarchie politique, il est normal que ceux qui sont plus élevés dans l'ordre politique, qui ont plus de responsabilités dans l'ordre politique, eh bien, aient plus de choses. Bon, ça ne veut pas dire... Alors là, on peut se demander, bien sûr, si ces choses doivent être purement morales ou matérielles. Bon, c'est une autre question. Mais d'une manière générale, les biens qui seront distribués seront proportionnels à la place de la personne dans la cité politique. Si on fait référence à la communauté politique. Maintenant, si on fait référence non pas à la communauté politique, mais on fait référence à une communauté économique, une communauté de travail, une entreprise, par exemple. Bon. Eh bien, là, la cité, en quelque sorte, ce qui tient lieu de communauté, c'est l'entreprise. Bon. Eh bien, puisque nous sommes là, justement, dans un domaine de fabrication, de matière,
Bon, il est évident que les biens distribués, en l'occurrence, ce sont des biens matériels. Dans la cité, on peut dire que ce sont des biens moraux. Mais dans la communauté, donc c'est pas forcément une question d'argent. Mais dans une entreprise de production économique, là, c'est autre chose, évidemment. C'est dans des biens matériels. Bon, eh bien, les salaires ou les rétributions sont proportionnés aux responsabilités et aux biens, aux contributions qu'apporte la personne à la communauté. Quoi ça veut dire par conséquent? Eh bien qu'un ouvrier qui fait un travail meilleur doit être payé plus cher qu'un ouvrier qui fait un travail médiocre. Bon. Qu'un agent de maîtrise ou un cadre, un directeur, doit avoir un salaire plus important qu'un simple ouvrier qui a moins de responsabilité. Il ne s'agit pas de savoir si c'est difficile ou pas difficile, il s'agit de voir le bien qu'on apporte à la communauté. Vous avez des gens dont le travail dans une communauté est de la plus haute importance. Eh bien, il est normal qu'ils aient un salaire plus élevé. Bon. Par contre, ceux dont la présence est moins importante ont un salaire moins élevé. C'est la position hiérarchique, c'est le bien qu'on apporte à la communauté qui doit diriger la répartition des biens. Donc le salaire fait partie de la justice distributive, vous voyez. Le salaire, ce n'est pas une vente de travail. Le salaire, c'est tout autre chose que le fait de l'artisan qui vend son travail. C'est un autre problème, là. Mais je parle de l'ouvrier qui fait partie d'une entreprise, d'une communauté de travail. Eh bien, son salaire relève de la justice distributive. Alors, c'est cette justice distributive qui doit régler les salaires. Donc, la hiérarchie des salaires, par exemple, est une chose normale. L'inégalité des traitements est une chose parfaitement normale. Ça relève de la hiérarchie sociale. Bon, alors là encore, si cette hiérarchie est injuste, c'est-à-dire elle n'est pas conforme à la nature, elle n'est pas conforme au bien commun, bon, alors ça c'est une autre question. Nous retrouvons là le problème de la constitution de la communauté que nous avions vu plus haut. Bon. Laquelle constitution peut être démocratique, aristocratique ou monarchique. Bon. Mais étant présupposé cette hiérarchie, bon, il est normal qu'il y ait une différence, voyez. Comme quoi l'égalité des choses est parfaitement, l'égalité des salaires est stupide, voyez. Et une égalité des salaires entraîne forcément une dépréciation des fonctions hiérarchiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes aujourd'hui, la fuite des cerveaux. À partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, on essaye de faire une égalité de salaire, eh bien les gens qui sont les plus brillants, eh bien, ils iront à l'étranger pour trouver du travail. C'est parfaitement normal. Ben, c'est ce qu'on a vu en Russie et puis ailleurs. Quoi. Dans d'autres pays, en Suède, à un moment donné, on l'a vu. Alors ça, c'était autre chose. Ce n'était pas les salaires, mais c'était par le biais des impôts, on rétablit l'égalité. C'est-à-dire que dans les hiérarchies, dans les communautés, les entreprises, vous avez une hiérarchie de salaire, très bien, mais en fait, par tout un système d'allocation et d'impôts, ben, on écrase tout. Résultat, les têtes s'en vont, c'est normal. Mais le problème des devoirs plus hauts des biens matériels, c'est que si la cité fonctionne par dévouement, vous me direz, mais par dévouement personnel, moi je travaille pour la communauté, je ne m'occupe pas de mon salaire, mais attention, là, du point de vue de la vertu personnelle, bon, d'accord, bon, on peut discuter, est-ce que c'est pas un sacrifice, n'est-ce pas un acte de vertu, de travailler, n'est-ce pas gratis pro deo et tout, bon, très bien. Mais le problème, vous voyez, c'est que vous avez à ce moment-là une communauté qui fonctionne de manière injuste. Eh bien, vous êtes partie prenante d'une communauté dont le gouvernement est mauvais. Vous perdez, je dirais, on travaille à justifier un système qui est mauvais, c'est tout. Et on contribue à détruire cette communauté en étant complice d'un système injuste. Oui. Au lieu de fuir, est-ce qu'il ne doit pas intervenir? Alors ça, c'est une question de prudence politique. Bon, plutôt que de partir à l'étranger, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je reste sur place pour essayer de travailler, pour mettre en place une société plus juste? Alors ça, c'est une question de prudence. C'est un autre problème qui joue. Alors à ce moment-là, ce serait plutôt la justice légale. Mais une sorte de justice légale, de charité même à ce moment-là. C'est-à-dire, plutôt que de fuir la cité dont je fais partie, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je reste pour améliorer les choses? Alors tout dépend de la pertinence de la communauté. Parce qu'une entreprise, vous comprenez, bon, je dirais, il n'y a pas de fondement moral là-dedans. J'envisage uniquement l'aspect justice distributive pour vous montrer qu'il y a une injustice à traiter les gens de manière égale. Oui, alors on peut se dire, ça c'est vous posez le problème au point de vue de la justice légale. J'ai été formé dans cette entreprise, donc j'ai réussi à avoir ma position hiérarchique grâce à cette entreprise, et est-ce que c'est pas injuste de quitter cette entreprise? Ben, écoutez, la réponse elle est là. C'est que du point de vue de la justice légale, je dois rester dans cette entreprise. Mais si cette entreprise est injuste envers moi, selon la justice distributive, à ce moment-là, non, vous comprenez. Alors les impôts, c'est la justice distributive en tant que la cité commande aux citoyens de payer telle somme d'impôts, et c'est la justice légale du point de vue des citoyens qui doivent payer les impôts. Vous avez une corrélation entre les deux.
là. Tout à fait. Mais le problème de la hiérarchie au point de vue des impôts, là, il faut voir qu'est-ce qu'il est juste de répartir les charges de l'État. Voilà, il est juste de répartir les charges de l'État. Seulement, voyez, le problème de ça, c'est un problème de justice distributive. Voyez. C'est un problème de justice distributive. Justice légale, je dois payer mes impôts. Justice distributive, on doit donner des impôts qui sont adaptés aux personnes qui doivent les payer. Bon. Alors, cette justice distributive doit faire répartir sur les citoyens de manière proportionnée les charges de l'État. Seulement, cette répartition d'impôts ne doit pas détruire la hiérarchie sociale. Donc, évidemment, il y a une certaine proportion à juger. Voyez. Il est normal que ceux qui sont plus riches contribuent davantage au bien commun. Mais d'autre part, si cette répartition d'impôts fait en sorte qu'on écrase la hiérarchie sociale, ben de fait, là, il y a une injustice. Le problème de la propriété, eh bien, ça relève de la justice distributive. Ça relève de la justice distributive. Alors ça semble un peu curieux. Oui, parce que, bon, ça ne relève pas de la justice légale, évidemment, puisque c'est une chose qui se rapporte aux personnes. Très bien. Ça ne relève pas de la justice commutative, puisqu'il s'agit des échanges. Les échanges présupposent la propriété, mais ce n'est pas la justice commutative qui fonde le fait qu'il y ait propriété privée. Qu'est-ce qui fonde le fait qu'il y ait propriété privée? Qu'est-ce qui fait que, je peux dire, il est juste que l'homme ait une propriété qui fait qu'il est libre de travailler comme il veut, de faire ce qu'il veut? Qu'est-ce qui fonde cela? Là, nous serions obligés de faire appel au droit naturel ou au droit positif. Mais sans aller si loin. Vous pouvez constater que ce qui fait... La personne, absolument, ça n'existe pas. La personne, absolument, ça n'existe pas. C'est toujours référé à une communauté. C'est toujours par référence à une communauté qu'on doit parler du droit. De toute façon, nous avons bien dit, le droit absolu de la personne n'existe pas. Le droit est toujours fondé par rapport à la communauté. Donc la justice distributive, le droit distributif, ça vient de la communauté. Donc qu'est-ce qui fonde le droit de propriété? Eh bien, c'est la communauté. C'est-à-dire que le bien commun demande que les personnes aient des propriétés privées. Comment ça? Oh, une simple question de bon sens. C'est que, pour dire les choses d'une manière plaisante, je dirais que ce qui est possédé en commun est l'objet d'une commune négligence. Tout simplement. C'est une question d'expérience. Il est bon pour la communauté que chacun ait sa propriété et la gère. C'est beaucoup mieux que de posséder en commun, parce que si c'est possédé en commun, tout le monde s'en fiche. Et puis ah, mais si les hommes étaient... Oui, alors si les hommes étaient des saints, d'accord. Hein. Mais là, les hommes ne sont pas des saints, il faut être réaliste, voyez. Alors c'est pourquoi je fais l'analyse d'un point de vue strictement politique, je ne parle pas de l'aspect surnaturel. Hein. On comprend la communauté de propriété chez les religieux, voyez. Mais chez les gens qui ne sont pas religieux, chez les gens qui ne visent pas la sainteté, qui sont le commun des mortels, je dirais, eh bien non, la propriété de communauté, ça ne marche pas. Désolé. J'ajouterai une chose, c'est que ce qui est commun par soi, c'est les biens moraux. Parce que le bien commun par soi, c'est ce qui dans sa nature est commun. Donc c'est forcément moral, spirituel. Tandis que le bien matériel, par sa nature, est particulier. Bon, il est particulier. Il est conforme à sa nature qu'il soit particulier. Alors, ceci dit, ça ne suffit pas pour justifier. Mais ce qui justifie, c'est le fait qu'il est bon pour le bien commun que les gens aient des biens particuliers. Tout simplement. Et plus les choses sont communes, et plus elles sont négligées. Voilà ce qui fonde la propriété privée. Alors ça explique que la propriété privée, dans certaines circonstances, puisse tomber, une certaine circonstance de cataclysme, ou d'événements extraordinaires. Bon, c'est une chose qui peut tomber éventuellement. C'est parce que le bien commun peut requérir que certaines propriétés. Voyez, alors j'en arrive à cette question parce que vous posiez la question de l'impôt sur les fortunes. Ce qui fait problème au point de vue de l'impôt sur les fortunes, c'est que c'est une attaque à la propriété. Et c'est là qu'il y a une injustice. Voyez. Oui, c'est la communauté. C'est qui donne la propriété. Oui, mais attention. La propriété étant donnée, bon, le droit de propriété vient du bien commun, mais il existe. Et là, vous attaquez le droit de propriété, qui est conforme au bien commun, pour la communauté. Alors, en faisant cela, vous nuisez au bien particulier de la propriété, mais vous nuisez aussi au bien commun. Parce que c'est facile à voir.
comprenez, si sous prétexte que vous êtes riche, on vous prend tout, il n'y a plus de raison de chercher à être riche, donc il n'y a plus de raison de travailler. Et les gens ont tendance à plus travailler. Et de fait, ça décourage l'entreprise. Pourquoi entreprendre? Pourquoi essayer de travailler? Pourquoi, si je ne peux pas agrandir le patrimoine de ma famille? Autre exemple d'injustice, l'impôt sur les héritages. Qu'est-ce que c'est l'héritage? C'est un bien de la famille. Et c'est au moment où la famille est la plus, je dirais, la plus gênée, au moment où on vient de perdre le père de famille, c'est le moment qu'on lui tombe dessus pour lui prendre son bien. Ça, c'est tout à fait injuste. C'est contraire donc à la justice distributive, évidemment, et par conséquent contraire au bien commun. C'est corrélatif, vous voyez. Légal et distributif, ça ne s'oppose pas, c'est le contraire. C'est le droit distributif, la justice distributive est ordonnée au droit légal au bien. Ça veut dire que si vous lésez la justice distributive, vous allez léser le bien commun. Donc l'impôt sur les héritages est une chose de soi immorale. De soi, c'est immoral. C'est injuste. Voyez. Le droit, ça lèse le droit de propriété de la famille. Alors, d'où ça vient en fait? Ça vient en fait du fait qu'on considère que la famille n'existe pas. Et que l'héritage, c'est un revenu des personnes. C'est-à-dire que la propriété appartenait au père, le père est mort, et maintenant, c'est un revenu pour les enfants. Mais ça, alors, pourquoi dit-on ça? Parce que la famille n'existe pas. Parce que la pensée moderne considère que la famille n'existe pas. Donc, dire que la propriété d'héritage est un bien de la famille, et qu'il ne faut pas le léser, évidemment, c'est incompréhensible à partir du moment où la famille n'a pas d'existence. Et on considère qu'il n'y a que des personnes. Alors effectivement, s'il n'y a que des personnes, je reçois le bien de mon père, pour moi c'est un revenu, donc je dois payer des impôts, ça c'est normal. Pas quand même un regard. Certainement. Mais, vous voyez, c'est un regard qui... L'intérêt même de la communauté, c'est que la justice distributive soit surveillée. Là où interviendrait votre remarque, c'est que si quelqu'un gérant sa propriété nuisait à la communauté, par exemple en la laissant en friche et en laissant s'y développer des nuisances, des maladies, des animaux sauvages ou que sais-je encore, qui nuirait à la communauté, alors là oui, le bien commun requerrait effectivement qu'on intervienne. Vous voyez ce qui se passe dans les prétentions de réforme agraire dans l'Amérique du Sud. Vous avez des propriétés, des fazendas ou des haciendas, ça dépend du pays. On dirait que c'est inadmissible, ces grandes propriétés, les pauvres gens qui sont dedans, qui crèvent de faim, etc. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez des grandes propriétés qui sont issues effectivement de l'histoire, d'héritage, de conquête, etc. Et bien vous avez un patron qui dirige une propriété agricole avec des ouvriers agricoles. Il est conforme au bien commun, ça fait des propriétés qui sont, dans la mesure où c'est le cas évidemment, qui sont dirigées, qui produisent et donc qui concourent au bien commun. Que se passe-t-il si on fait ce qu'ils appellent la réforme agraire? Vous répartissez cela dans des centaines de petites propriétés qui, étant disjointes et indépendantes les unes des autres, et qui ne sont pas rentables du tout, et qui n'ont personne pour les diriger, et des gens qui sont habitués à être dirigés par un patron, qui doivent alors devenir leur propre patron eux-mêmes et qui n'en sont pas capables. Et résultat, c'est la ruine. Alors en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on remplace la propriété du patron par une propriété collectiviste. Et donc les ouvriers sont toujours des ouvriers, mais au lieu d'être dirigés par un patron de propriété privée, ils sont dirigés par le soviet et par le parti communiste, et puis c'est tout. En fait, le résultat n'est pas meilleur, à tout point de vue. En fait, on voit bien la démagogie. Alors, ceci dit qu'il puisse y avoir des injustices et tout, mais c'est pas par la réforme agraire qu'on les résoudra. Que certains patrons puissent éventuellement exploiter, ce qui n'est pas vraiment le cas d'ailleurs, ça dépend des endroits. Mais alors là, il y aura un problème, si vous voulez, mais c'est pas dans la réforme agraire qu'on résoudra le problème. C'est pas la réforme agraire qui permettra de résoudre le problème. Il est bon pour le bien commun qu'il y ait des propriétés privées. Et donc, il y a des gens qui sachent parce que, vous savez bien ce que c'est, normalement, si vous avez un peu d'expérience, gérer une propriété agricole, travailler, c'est pas seulement bêcher et récolter, c'est aussi prévoir, gouverner, acheter les semences, prévoir ce qu'on va récolter et tout, et ça demande une gestion qui n'est pas de l'ordre de l'ouvrier, quand même, oui. Disons, non, le devoir du patron, c'est de faire en sorte que sa propriété continue, et qu'elle se développe. Donc, évidemment, de penser à sa succession. Or, quels sont donc de prévoir à former les gens qui seront les plus aptes à gérer la propriété? Donc, de savoir faire monter éventuellement dans sa propriété, hiérarchiquement, disons, les gens les plus compétents.
Mais il y a bien des chances pour que les gens les plus compétents soient ceux qui sont les mieux éduqués dans cette matière. Quels seront les mieux éduqués? Eh bien, ces enfants. Là, le bien commun requiert précisément cet héritage. Bien sûr qu'il y a des accidents, bien sûr qu'il y a des gens qui élèvent mal leurs enfants et qui dilapident l'héritage, etc. Mais d'une manière générale, c'est l'intérêt du propriétaire d'avoir des enfants bien élevés et bien compétents qui prendront la suite. Et étant dans le bain, je dirais, depuis leur enfance, ils sont certainement les plus adaptés à prendre la suite, d'une manière générale. Bon, avec, ça suppose tous les accidents qui peuvent se produire, évidemment, qu'il faut modérer tout cela. Et c'est pour ça que l'héritage professionnel est tout à fait conforme au bien commun. C'est certainement ce qui est le plus efficace. Vous avez aujourd'hui, quand on parle de manière abstraite, on croit, c'est pas qu'on apprend les métiers dans les écoles. C'est pas vrai. Un métier, ça s'apprend dans l'apprentissage. Et même s'il y a certains métiers particulièrement intellectuels qui requièrent des études, c'est définitif, c'est pas dans l'école qu'on apprend dans le métier, il n'y a rien à faire. Et en particulier pour les métiers agricoles. Vous voyez. Bon. Alors, voyez comment la justice distributive fonctionne, voyez. Elle s'appuie sur l'application de la hiérarchie sociale. Non, alors pour ce qui est de la monarchie héréditaire, il y a la justice distributive intervient au plan du fait que le monarque doit avoir, disons, ce qui convient à la vie du chef d'État. Bon, du point de vue des biens matériels et du point de vue des honneurs qui lui sont rendus. Bon. Maintenant, quant à l'héritage de la monarchie, je crois que là, c'est directement, je dirais, c'est le bien commun directement qui est impliqué. C'est une question d'institution positive, mais l'avantage de la monarchie héréditaire, c'est que l'intérêt de la famille coïncide avec l'intérêt de la cité. Parce que c'est l'intérêt du monarque que sa famille reste au pouvoir. Et pour que la famille reste au pouvoir, eh bien, il faut que la communauté soit bien dirigée. Parce que si il se meut en tyran, le pouvoir est instable. Ça, je n'en ai pas parlé en détail, mais Aristote l'explique et l'histoire le montre. Un pouvoir tyrannique est instable. Il fonctionne avec des coups d'État. Donc la famille ne tient pas. Vous voyez. Donc la monarchie héréditaire est certainement beaucoup moins tyrannique qu'une monarchie élective. Qu'une monarchie qui reposerait sur d'autres, qui serait une tyrannie, vous voyez. Certainement. Ça peut être une bonne chose. Bon, il y a d'autres inconvénients qui peuvent apparaître. Ça présente une certaine stabilité, vous voyez. Bon, c'est pas tellement la justice distributive qui est en l'occurrence, vous voyez. C'est le bien commun immédiatement. Bon. Bien, voilà ce qui ressort de la justice distributive. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ressortent de la justice distributive. La peine, en particulier les pénalités, ce qui est de l'ordre de la peine, le droit pénal, la peine de mort, les peines physiques, tout ça, ça ressort de la justice distributive également, vous voyez. C'est pas seulement pour guérir le malfaiteur qu'il doit être châtié. C'est aussi pour le bien commun, pour servir d'exemple, pour restaurer l'ordre social qui a été troublé. C'est de ce point de vue-là qu'il faut traiter des peines. Vous voyez, éventuellement des peines physiques. Oui. Les récompenses et les châtiments sont de l'ordre de la justice distributive, mais ils se rapportent évidemment au bien commun par conséquence, par voie de conséquence. Donc retenons bien, le milieu, la règle de la justice distributive est une règle de proportionnalité. J'ai dit la personne, c'est la personne en tant qu'elle agit dans la société, en tant qu'elle est citoyen, en tant qu'elle agit dans la communauté. Bien sûr, c'est pas la personne dans l'absolu. Bien sûr, ça n'a pas de sens, c'est ce que je dis là, bien sûr. Là aussi, là où on peut critiquer ce système hiérarchique, on dira, mais enfin, vous avez des gens qui sont dans une position hiérarchique et qui fichent rien, c'est inadmissible. Mais alors attention, là, vous parlez d'une hiérarchie qui n'en est pas une hiérarchie apparente, légale, mais qui n'est pas réelle, puisque ceux qui sont membres de cette hiérarchie ne font pas les actes qui conviennent à cette hiérarchie. Ah bon, alors nous sommes bien d'accord, mais là, il y a une injustice. Je parle des gens qui sont dans une hiérarchie et qui agissent conformément à la position qu'ils ont dans cette hiérarchie, bien sûr. Quand des gens ont des privilèges sociaux, mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils font dans la société, évidemment, c'est autre chose. Je parle de gens qui sont dans la position hiérarchique et qui agissent conformément, qui exercent leurs responsabilités, bien sûr. Donc, proportionnalité. Justice commutative. Alors, c'est différent. La justice commutative fonctionne selon l'égalité arithmétique. C'est une proportion arithmétique. C'est une égalité de quantité. La justice commutative fonctionne sur une égalité de quantité. Une égalité de quantité. La justice commutative fonctionne sur une égalité de quantité. Cette fois, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Dans les rapports des personnes entre elles,
Vous n'avez pas d'hiérarchie. Bon, que je sois prince ou que je sois ouvrier, eh bien, si j'achète une voiture, je dois la payer le même prix. Pas de différence. Paradoxalement, vous voyez la société où nous en sommes, hein, société égalitaire, soi-disant, faire là-dessus, faites-moi confiance, tous les trafics qui se passent, hein, qui profitent de cette position sociale. Hein. À partir d'une certaine position sociale, je dirais presque, on peut se permettre beaucoup de choses au plan de la justice commutative, paradoxalement. Oui, c'est ça qui est profondément injuste. La hiérarchie sociale n'intervient pas du tout, là. Alors, c'est là qu'on peut dire qu'il y a une égalité devant la loi. Voyez ? Dans l'autre cas, dans ce qui concerne le droit distributif, c'est pas vrai, il n'y a pas d'égalité. Il ne doit pas y avoir d'égalité. Par contre, au plan de la justice commutative, alors là, oui, il doit y avoir égalité, effectivement. C'est le droit qui règle les échanges. Oui. Par exemple, en cas concret, Là, on met en cause un problème qui relève de l'échange des biens et qui relève également de la justice distributive. Parce que voilà comment on peut justifier la question, c'est que les familles nombreuses concourent au bien commun. Donc il est normal, selon la justice distributive, qu'elles soient récompensées. Alors cette récompense peut être donnée, et qui n'est pas une récompense de charité, n'est-ce pas, qui est une question de justice. Récompense est peut-être mal choisi comme terme, c'est dit en justice distributive, on doit donc leur donner quelque chose. Soit par des biens matériels qu'on leur donne, carrément, ce qu'on appellerait par exemple des allocations familiales, soit effectivement, comme vous dites, par des réductions de transport et autres. Alors je crois que là, il faudrait distinguer. C'est que la société de transport elle-même, je crois que c'est injuste d'exiger de la société de transport qu'elle fasse des réductions aux familles nombreuses en soi. Parce que là, il y a une égalité. On vend un service. En principe, il ne devrait pas y avoir de réduction. Par contre, il est juste que la cité donne quelque chose aux familles nombreuses et ça peut se faire sous forme de réduction de transport. Mais à ce moment-là, en toute justice, je dirais que ce serait la cité qui devrait dédommager la société de transport, en bonne comptabilité. Je dirais, la société de transport pourrait dire, mais écoutez, en justice vous avez raison, mais moi je vends un voyage, le voyage c'est le même pour tout le monde. Donc c'est l'État la cité qui devrait payer. À ceci près que, mais ça c'est une autre question, c'est que commercialement parlant, la société de transport peut avoir intérêt aussi à faire des réductions aux bons clients. Bon, et donc une famille nombreuse étant un bon client puisqu'elle achète plusieurs voyages, il doit faire des réductions. Mais il y a un autre aspect, vous voyez, il y a un aspect commercial, d'accord, et là c'est de la justice distributive, mais il y a aussi un aspect, justice commutative, mais il y a aussi un aspect justice distributive. Mais à ce moment-là, c'est la cité qui devrait, à ce moment-là, dédommager la société de transport. Bon, enfin, en pratique, c'est ce qui se passe à cause des déficits, d'ailleurs. Mais ça serait intéressant, du point de vue des comptabilités, de distinguer ce qui vient de la politique sociale, ce qui vient des choses normales qu'on doit concéder aux familles nombreuses et puis autres personnes qui bénéficient de la cité, et puis deuxièmement, ce qui provient de la gestion des sociétés de transport elles-mêmes, vous voyez. Il faudrait quand même distinguer les deux, vous voyez, parce que si les déficits des sociétés de transport venaient de cela, c'est un peu normal que la cité compense. Maintenant, si les déficits viennent de la mauvaise gestion, c'est un autre problème, vous voyez. Je pense qu'il faut bien distinguer s'il y a justice distributive et justice commutative. Le boulanger doit vendre son pain le même prix à qui que ce soit. Alors que si la cité veut faire une aide alimentaire aux familles nombreuses, bon, que la cité fasse une aide alimentaire aux familles nombreuses. Mais le boulanger, lui, doit pouvoir vendre son pain le même prix à tout le monde. Ne pas baisser sa vente sous prétexte que... Bon, oui, c'est ça. Vous savez, si par exemple vous achetez des produits en grande quantité, vous payez moins cher. Oui, mais ça, je dirais, c'est une question de politique commerciale. Alors, est-ce que, en justice commutative, est-ce qu'il est juste de faire payer moins cher à des gens qui achètent plus ? Disons, dans un certain sens, on peut le penser quand même, vous voyez, du point de vue des services. Bon, la gestion de la chose est plus facile, n'est-ce pas, qu'il y a des commandes en quantité, bon, il y a moins de frais, bon, ça peut se justifier dans une certaine mesure. Bien. Je parlerai plus spécialement du commerce plus tard. Mais voyez à quel niveau se situent les problèmes, il faut bien les distinguer. C'est comme la question de l'artisan. Alors l'artisan qui vend des objets, ça c'est la justice commutative. L'ouvrier qui travaille, c'est la justice distributive, c'est pas la même chose. Alors quand on dit l'ouvrier vend son travail, mais c'est pas vrai. L'ouvrier ne vend pas son travail, il travaille pour une communauté, la communauté doit le rétribuer. C'est tout à fait autre chose que l'artisan qui vend le travail, l'objet qu'il a fabriqué. C'est pas la même chose.
Du point de vue justice, c'est pas du tout la même chose, ça obéit à des lois complètement différentes, des principes complètement différents. La justice commutative doit être selon l'égalité. Voyez. Alors, il y a des égalités quantitatives qui sont tout à fait évidentes, je dirais, entre biens matériels. Mais parfois, vous avez des égalités alors qui sont à apprécier sous le rapport moral matériel. Bon, prenez le cas du médecin, par exemple. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à apprécier. Beaucoup plus difficile à apprécier, n'est-ce pas, que comparer. Je parlerai du commerce plus tard, mais enfin, il y a une difficulté, c'est sûr. Là, vous avez des biens moraux, je dirais d'ordre actif, qui s'échangent contre des biens matériels. L'appréciation peut être assez délicate, oui. Vous avez bien la justice. Oui, indirectement, ça dépend. C'est-à-dire qu'effectivement, la justice commutative joue entre les ouvriers, entre les personnes, pardon, et puis la justice commutative joue entre les communautés elles-mêmes. Vous avez des entreprises qui échangent des biens. À ce moment, vous avez la justice commutative entre entreprises. Donc, dans le concret, vous avez toujours des dépendances, voyez, mais c'est des dépendances accidentelles. Ce sont des dépendances accidentelles, c'est pas essentiel, ça. C'est autre chose. Voyez. Il se trouve accidentellement que les deux entreprises échangent des biens entre elles et que chacune distribue des salaires à ses ouvriers, et ainsi de suite, voyez. C'est des liens accidentels. Alors, il se trouve aussi que ces différentes communautés entreprises appartiennent à la même cité. Donc se pose alors un problème de savoir si, pour diverses raisons accidentelles, on peut admettre que des ouvriers soient payés différemment dans des entreprises différentes alors qu'ils font le même travail. Bon, évidemment, c'est une question. Mais de soi, ça se comprend. Puis il faut distinguer aussi celui qui, je dirais, qui fait partie de la communauté comme ayant part dans la direction, et celui qui fait partie de la communauté comme exécutant. Alors, le prix que reçoit l'exécutant ne doit pas être le même que celui qui dirige. Parce que l'exécutant n'a pas de responsabilité, que les produits se vendent mal ou qu'ils se vendent bien, c'est pas la faute de l'ouvrier. Donc, c'est pas normal que l'ouvrier soit plus ou moins bien payé parce qu'il y a une chose qui est plus ou moins bien vendue. Ce qui n'est pas pareil si vous posez le problème au niveau du dirigeant qui est responsable de la vente, qui est responsable du management général et qui, lui, est responsable quand même en partie de la politique de l'entreprise. Vous voyez, donc là interviennent énormément de questions qui doivent régler quand même les choses. Ce qu'il y a de spécial au droit distributif, c'est que la règle, ou le milieu, ce qui détermine le droit, c'est une proportionnalité, c'est-à-dire un rapport de proportion. Le rapport des personnes détermine le rapport des choses. Les choses sont rapportées aux personnes, mais en fonction des rapports. Je veux dire que ce qui se rapporte, ce qui est droit à une personne, ce qui est juste pour une personne, est comme ce qui est juste à une autre personne. C'est une proportion, une proportionnalité. Ce n'est pas une égalité. Les personnes ne sont pas égales. Voilà, tout simplement dit. Ça veut dire tout simplement que les personnes ne sont pas égales, c'est-à-dire que selon ce qu'elles sont, autrement dit, selon ce qu'elles font dans la société, parce qu'il ne s'agit pas ici de l'être, il s'agit de l'agir, selon ce qu'elles font dans la société, elles reçoivent de la société différents biens. Le droit distributif est selon une proportionnalité. Ce n'est pas une égalité de quantité, c'est une proportionnalité. On met cela en ressemblance à la proportion géométrique. Au contraire, dans le droit commutatif, il y a une égalité arithmétique. Le milieu, la règle, c'est la chose elle-même. Voyez. Dans le cas de la justice distributive, il y a proportion. Dans le cas de la justice commutative, il n'y a pas proportion, mais c'est la chose elle-même. Donc, justice distributive, on fait une proportion de la chose à la personne, c'est cela qui est la règle, rapport chose-personne. Tandis que dans le cas de la justice commutative, c'est la chose qui est la règle. Par exemple, en justice distributive, dois-je donner 1000 francs à cette personne? En justice distributive, dois-je donner 1000 francs à cette personne? Eh bien, ça dépend de qui il s'agit. Ça dépend de qui il s'agit. En justice commutative, dois-je donner 1000 francs à cette personne? Eh bien, si elle m'a donné un objet qui coûte 1000 francs, je lui donne une des 1000. C'est la chose qui détermine. Oui, les personnes sont égales, oui. Alors, attendez. La question du prêt à intérêt, c'est autre chose. Hein. Là, c'est un problème d'activité économique. Quelles sont les activités économiques légitimes, etc. C'est une autre question. Oui, mais ça, c'est possible, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Ça ne regarde pas
Ce n'est pas la distinction justice distributive ou justice commutative qui peuvent déterminer si on a le droit de faire ça ou pas. Ça, c'est une autre question, ça. Donc, on très bien la différence. Justice distributive, rapport de choses à personne, les gens ne sont pas égaux. Il n'y a pas d'égalité dans la justice distributive. Il y a des proportions. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Il y a des proportions. Tandis que dans la justice commutative, le milieu, c'est la règle, c'est la chose. Des échanges de biens. Bon, cet échange de biens, évidemment, je vous le disais, peut être difficile à apprécier, parce que lorsqu'il s'agit de marchandises, on peut peut-être les quantifier facilement. Lorsqu'il s'agit d'activités intellectuelles ou morales, là, c'est difficile à apprécier. Vous voyez, par exemple, on peut penser que 2 pains doivent coûter deux fois plus cher qu'un pain. Ça me semble évident. Est-ce que 2 heures de cours doivent coûter 2 fois plus cher qu'une heure de cours? C'est pas évident, ça dépend tellement de circonstances. Et pourtant, c'est de la justice commutative aussi. Mais si on parle d'activités intellectuelles, vous voyez, le travail d'un médecin, par exemple, qui soigne quelqu'un, le fait qu'il ait passé 2 fois plus de temps, est-ce que ça veut dire qu'il faut payer 2 fois plus cher? Dans ces domaines-là, c'est beaucoup plus difficile à juger, évidemment. Il n'empêche que c'est la chose qui est la règle. Que le journaliste soit payé à la ligne, ça peut se comprendre, mais selon leur niveau de journalisme, ils ne sont pas payés le même prix quand même. La qualité du travail quand même intervient. Voilà pour les parties du droit du point de vue des sujets, de ceux auxquels il s'applique. Une autre division, vous vous en souvenez, c'était la cause. Nous avions distingué le droit naturel, le droit des gens et le droit positif. Le droit vient de la nature, c'est ce qui vient de la nature des choses, de la nature de l'homme, tandis que le droit positif, c'est ce qui vient des décrets de l'homme, qui est posé par les lois. Alors c'est ce qu'il faut maintenant traiter. Le droit naturel, qu'est-ce que c'est? Le droit naturel, c'est un acte qui est juste de par la nature elle-même. Ce qui est droit de par la nature elle-même. Bon, par exemple, l'autorité du père de famille sur ses enfants, c'est de droit naturel. Ça vient de la nature. Il y a des droits qui viennent de la nature elle-même. Par exemple, qu'un criminel doive être châtié, cela vient du droit naturel. Ça vient de la nature même de la société. La nature du bien, la nature de la morale. Le fait de restituer à autrui ce qu'on lui a pris, le fait de rendre, selon la justice commutative, un bien qui a été pris, c'est aussi du droit naturel. Ça vient de la nature des choses. Vous voyez que de ce point de vue-là, le droit naturel rejoindrait la morale. On peut exprimer la morale en termes de droit. On peut considérer que la morale, c'est un droit naturel. Ce qui est bien moralement, c'est ce qui est droit de par la nature des choses. Ici, le bien moral et le droit coïncident. Alors, ce droit naturel est fondé sur la nature. Or, la nature humaine est une et immuable. La nature humaine est une et immuable. Donc, le droit naturel est un et immuable. Autrement dit, il n'est pas possible de changer d'un peuple à l'autre, d'une époque à l'autre. Il n'est pas possible, le droit naturel ne peut pas changer. Mais la nature humaine se réalise de manière mutable et multiple. La nature humaine se réalise, et concrètement, est mutable et multiple dans les individus. Tous les hommes ont la même nature, mais la nature humaine, ce n'est pas une idée subsistante. Vous le savez, en métaphysique. Vous n'avez pas l'universelle nature humaine, vous n'avez pas l'homme par soi. Vous savez que dans chaque homme individuel, la nature humaine coïncide avec l'homme individuel. Vous l'avez vu en métaphysique. Vous savez que la nature universelle coïncide. Il n'y a pas de distinction réelle entre la nature universelle et l'individu en métaphysique. Vous le savez, vous avez étudié ça en métaphysique, vous le savez. Hein, peut-être vous ne l'avez pas encore vu, je ne sais pas. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas une partie en moi qui est l'homme universel et une autre partie qui serait l'homme individuel. Mais les deux coïncident, c'est une distinction de raison. Vous avez entendu parler sans doute de ce fameux problème des distinctions de raison, de la distinction actuelle formelle chez Duns Scott, etc. Bon, on a dû vous parler de ça. Bon. Autrement dit, vous n'avez pas une partie de vous-même qui est la nature humaine en général, et puis une autre partie de vous-même qui est l'homme individuel. Mais les deux coïncident. C'est l'intelligence qui distingue ce qui en vous est permanent et ce qui est mutable et individuel et multiple. Mais il n'y a pas de distinction réelle. Alors ça, c'est de la métaphysique. Application, bien, le droit naturel se réalise aussi, de manière multiple et mutable. Le droit naturel se réalise de manière mutable et multiple. Vous gardez le même ordre. Donc le droit naturel se réalisera concrètement de manière mutable et multiple. Alors, ça veut dire, voyez, la nature humaine, par exemple, qu'il y ait une intelligence et une volonté. C'est c'est immuable et tout. Mais comment cet homme vit-il dans son intelligence de manière différente de cet autre? Cet homme a telle science, telle éducation spirituelle, mettons, et cet autre homme a une autre éducation, une autre science. La nature humaine va se réaliser de manière différente. Il n'y a pas une identité
s'il n'y a pas de séparation, vous voyez, vous n'allez pas dire l'intelligence est la même pour tous les hommes. Oui, la faculté intellectuelle est la même, mais ce qu'il y a dans l'intelligence, leur niveau culturel, etc., c'est quand même différent. Eh bien, le droit naturel va s'incarner, se réaliser de manière différente. Bon, je vais l'expliquer sur un exemple. Très simple. Bon, il est de droit naturel que dans une communauté, dans une société, un assassin soit châtié. Bon. C'est conforme au droit naturel, c'est conforme au bien commun, et ceci, c'est fondé sur la nature humaine. Que le criminel soit châtié. Mais quel châtiment particulier doit-il avoir? Ça, c'est multiple. C'est divers. Donc, il est de droit naturel qu'il y ait un châtiment, il n'est pas de droit naturel qu'il y ait tel châtiment. Bon, en particulier la peine de mort, vous voyez. La peine de mort ne peut pas résulter du droit naturel. Je ne peux pas dire, mais de droit naturel, un assassin doit nécessairement être tué. Ah ben, c'est pas prouver ça, c'est pas possible. Voyez. Bon. De droit naturel, le père de famille, l'autorité de la famille, c'est le père de famille. Très bien. Mais ceci dit, faut-il la famille patriarcale ou faut-il la simple famille telle que nous la connaissons aujourd'hui? Ce n'est pas le droit naturel, ça, voyez. Donc, je veux dire par là que quand on reste au droit naturel, on reste encore dans un domaine très théorique. Et on ne sait pas encore concrètement ce qu'il faut faire. On ne sait pas encore concrètement ce qu'il faut faire. Bon, un autre exemple de droit naturel, l'avortement. Bon, c'est clair, l'avortement n'est pas acceptable par le droit naturel. Fort bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, concrètement pour lutter contre l'avortement? Quel châtiment doit-on infliger? Doit-on infliger un châtiment? Et quel châtiment faut-il infliger à ceux qui sont responsables et dans quelle mesure? C'est une application du droit naturel. Autrement dit, le droit naturel reste en lui-même inachevé. Je veux dire par là qu'il ne vous dit pas ce qu'il faut faire de manière concrète. Il n'est pas suffisant. Il a besoin d'être déterminé. Dans la physique, vous voyez, dans la physique, id quod consequitur essentiam deficit in paucioribus. Ce qui suit une essence peut défaillir en particulier. Bon, l'essence elle-même ne change pas, mais les conséquences de l'essence peuvent changer. De manière exceptionnelle. Bon, vous pouvez avoir des accidents, comme par exemple un mouton à 5 pattes. La nature du mouton ne change pas, et il doit avoir 4 pattes. Mais il peut arriver. Alors pour le droit naturel, c'est la même chose. Le droit naturel est absolument immuable. Mais il y a des conséquences du droit naturel qui peuvent se réaliser la plupart du temps, et ce sera le droit des gens, mais qui peuvent connaître des exceptions. C'est en ceci qu'on peut dire, par exemple, que la propriété privée est de droit naturel. Oui, plus près non, ce n'est pas juste. Elle est fondée sur le droit naturel, mais elle fait partie des conséquences du droit naturel, mais elle n'est pas le droit naturel purement et simplement. Parce qu'il y a des cas où ça peut ne pas convenir. Donc ce droit naturel ne me dit pas, avec le droit naturel, je ne peux pas fonder de société. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra déterminer le droit naturel par le droit positif. Déterminer le droit naturel par le droit positif. Le droit naturel, c'est ce qui est juste de par la nature. Ah ben, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est qu'une loi, j'en ai pas parlé. Je dis simplement, pourquoi ceci est-il juste? De par la finalité, tout simplement. La cause finale qui est dans la nature, dans son universalité. Oui, oui. Mais le droit des gens, ce sera les conclusions communes. Conclusions communes, mais dont il faut savoir qu'elles, peut-être, elles peuvent connaître des exceptions. Le droit naturel ne peut pas connaître de dispense. Le droit des gens peut connaître des exceptions. Eh bien, le droit positif sera une détermination du droit naturel. C'est pour ça qu'il y a un droit positif, c'est pour déterminer le droit naturel qui n'est pas suffisant. Et ceci peut se faire de deux manières, qui sont parfois concrètement difficilement distinguables, par mode de conclusion et par mode de détermination. Par mode de conclusion et par mode de détermination. Bon, par mode de conclusion, c'est-à-dire le droit naturel donne une ordre général, et puis on se trouve dans une situation particulière, et ainsi on tire une conclusion. Comme dans tout raisonnement, vous avez une majeure universelle, une mineure particulière, et donc une conclusion particulière. Droit naturel, on doit rendre ce qu'on vous a prêté. On m'a prêté 1000 francs. Ça, c'est du particulier. Alors, il y a évidemment, comme ce n'est pas du pur droit naturel, il peut y avoir des exceptions comme le droit des gens, qui peut admettre des exceptions eu égard à des circonstances particulières. Donc, par exemple, vous m'avez prêté un poignard. Mais j'apprends qu'en fait, vous voulez le prendre, par exemple, pour aller trancher la gorge du cardinal Martini. Alors, eh bien, effectivement, là, si je vous rends le poignard, eh bien, je suis complice d'un assassinat. Donc, dans ce cas particulier, je ne dois pas vous le rendre. C'est une détermination particulière qui, à ce moment-là, empêche le droit naturel de s'accomplir.
Deuxième manière, détermination, par mode de détermination. Une détermination positive qui est donnée par le chef, par ceux qui sont responsables de la communauté. Ce n'est pas que c'est une conclusion, c'est simplement une détermination. Une détermination. Et alors, nos droits positifs dans lesquels nous vivons quotidiennement, c'est ça. Vous voyez par exemple, la circulation routière, rouler à droite ou rouler à gauche. Quel est le fondement là-dessus? Il faut peut-être remonter très haut, mais peut-être on remonte très haut, là, mais c'est vrai. Bon, il y a un fondement dans le droit naturel, hein, qui est tout simplement de ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Il ne faut pas mettre en danger la vie d'autrui. Que autrui puisse vivre, hein, c'est le bien commun. D'ailleurs, c'est le bien commun qui est en cause ici, bien sûr. Le bien commun, c'est qu'il puisse y avoir une certaine paix, un certain ordre dans la vie. Mais une conséquence tout à fait particulière, c'est qu'il faut, du moment qu'il y a du monde sur les routes, il faut quand même déterminer un sens de circulation. Alors, est-ce que le droit naturel permet de tirer une conclusion? Bien non. On ne peut pas dire que rouler à droite soit meilleur que rouler à gauche. En soi, bon, il n'y a pas de raison. Mais il faut bien choisir. Il faut bien choisir. L'État ne peut pas se contenter de dire, de toute façon, puisqu'on ne peut pas dire que rouler à droite soit plus meilleur que rouler à gauche, eh bien, à la limite, que chacun fasse ce qu'il veut. Bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut prendre une décision. Alors, on a choisi de rouler à droite. Bon, on a choisi de rouler à droite. On aurait pu choisir de rouler à gauche. Bon, on a choisi de rouler à droite, alors c'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est par mode de détermination. Donc, vous voyez, le droit positif est une conclusion ou une détermination du droit naturel. Je continue. Les déterminations communes, en général, c'est pas toujours vrai, mais les déterminations communes, ce qui est valable dans beaucoup de cas, ou ce qui est quand même relativement général, est porté par le prince, ceux qui dirigent la communauté, détermination générale portée par le prince, et détermination toute particulière et spéciale, et individuelle, la détermination individuelle est portée par le juge. Il est juste, et de droit naturel, que celui qui met obstacle à l'ordre public, au bien commun, soit puni. Ça, c'est du droit naturel. Il est normal qu'on soit puni. Il me semble que j'avais parlé de la peine à un moment donné, la peine, droit naturel. Donc il est de droit naturel que celui qui met un obstacle à l'ordre public, qui est dangereux pour la communauté, soit puni. Ça, c'est du droit naturel. De ce droit naturel, par mode de conclusion et par mode de détermination, eh bien, les législateurs ont établi une loi comme quoi, eh bien, celui qui était cause d'une imprudence, par un incendie, mettons, serait puni par une amende allant de 100 francs à 5000 francs, par exemple, et par un emprisonnement allant de 3 mois avec sursis jusqu'à 5 ans de prison ferme, par exemple. Bon, ça, c'est la loi. Et puis, dans tel cas particulier, qui c'est qui va décider? C'est le juge. Le juge est chargé par la cité de dire, eh bien voilà, dans ce cas, moi je dis que ce qui est juste, c'est ça. Et donc c'est au juge de déterminer ce qui est droit dans tel cas particulier. Et c'est pourquoi la responsabilité du juge est extrêmement importante. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on fait du juge un simple exécutant, un simple fonctionnaire sans responsabilité. Il doit appliquer la loi, il n'a pas de marge de manœuvre. Il doit essayer de découvrir, d'après les lois, comment les appliquer. Alors qu'en fait, le juge, c'est celui qui dit ce qui est juste. Alors il a un certain cadre, évidemment, qui est déterminé par le législateur, et ensuite il doit dire ce qui est juste. Iudex. Iudex, qu'est-ce que ça veut dire? Ius dicere. Iudex, c'est celui qui dit le droit. Le juge, c'est celui qui dit le droit. Il dit ce qui est droit. Eh bien, dans tel cas particulier, eu égard à tout ce que je sais, d'après les renseignements que j'ai vus, après les plaidoiries des avocats, etc., eh bien, je dis que ce qui est juste, c'est ça. Voilà. Voilà le rôle du juge. C'est de dire ce qui est droit, de par, premièrement, le droit naturel, et en conséquence, de par le droit positif. Par conséquent, un juge ne peut pas, moralement, appliquer une loi injuste. C'est pas possible. Un juge n'a pas le droit de dire « Ah, vous savez, moi, je suis un fonctionnaire. Hein. Bon, les gens qui font des manifestations contre l'avortement doivent être punis par telle et telle peine. Moi, j'applique la peine, c'est pas de ma faute. » Pas question.
responsable. Ou alors il faut prouver que c'est vraiment un exécutant, un pur exécutant coopérateur matériel, mais moi je ne vois pas comment on peut le justifier. C'est pas possible. Une loi injuste, le juge ne peut pas l'appliquer, c'est pas possible. Et il doit être juste, c'est-à-dire essayer de voir ce qui, d'après le droit naturel et le droit positif, est juste. Mais le droit naturel et le droit positif ne suffisent pas. Donc, à la limite, c'est à lui de décider. Il dit ce qui est droit. Et à partir du moment où il a dit ce qui est droit, si la loi est juste, évidemment, c'est juste lui-même, si la loi est juste, eh bien, en conscience, on doit obéir, on doit suivre la loi du... C'est agir contre le bien commun, donc c'est agir moralement mal, que de ne pas se soumettre à la sentence du juge. Bon, les lois et les institutions prévoient différents jugements. Elles prévoient les appels, les cours de cassation, etc., etc. Bon, c'est entendu. Mais le jugement définitif étant rendu, on est moralement tenu, il est conforme au bien commun de se soumettre à la sentence du juge. Il est juste, on doit se soumettre à la sentence du juge, voyez. De même pour le droit qui est déclaré positivement, le droit positif. Le droit positif, en tant qu'il découle du droit naturel, doit être suivi comme conforme au bien commun. Donc c'est une faute morale de ne pas se soumettre aux lois, de soi. Bon, je parle des lois, je ne vais pas expliquer ce que c'était, mais peu importe. Restons sur le mot droit. Ce qui est déterminé par le droit positif requiert, c'est conforme au bien commun que de se soumettre au droit positif. Donc c'est moralement bon de se soumettre au droit positif. Voyez ? Il faut faire attention à notre mentalité un peu révolutionnaire, qui consiste à dire, bon, ce sont le droit, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. De soi, je dis bien de soi, le droit positif oblige en conscience. On ne peut pas dire, mais bon, de toute façon, le droit naturel, la morale, très bien, d'accord, on suit, hein, mais le droit positif, on s'en fiche. C'est pas vrai, ça. C'est agir moralement mal que de ne pas se soumettre au droit positif. Donc, c'est agir moralement mal que de dénigrer le droit positif, de faire systématiquement le contraire de ce qui est écrit dans la loi. Ce qui est dans le droit positif, n'est-ce pas, refuser systématiquement le droit positif en prenant systématiquement le contre-pied de ce que dit le droit positif, c'est moralement mauvais. C'est une mentalité anti-illégale, si j'ose dire, qui n'est pas bonne. Bon, étant présupposé, bien sûr, que le droit est positif et conforme au droit naturel. Alors, si le droit positif n'est pas conforme au droit naturel, c'est-à-dire si le prince ou les législateurs sont injustes, ah ben oui, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. C'est le contraire. Le bien commun requiert qu'on ne suive pas le droit positif. Alors le problème c'est qu'à force d'avoir des droits positifs qui sont injustes, et nous sommes en plein dedans aujourd'hui, on finit par prendre une mentalité de rebelle et à prendre systématiquement le contraire du droit positif. Alors ça c'est très ennuyeux aujourd'hui, parce que comme nous sommes dans cette situation, on prend l'habitude évidemment d'être systématiquement rebelle et de faire systématiquement le contraire. Voyez. Alors il faut bien comprendre les choses, et puis il est des cas où le droit naturel ou le droit positif même doit subir des exceptions, c'est lorsqu'il est utilisé contre le bien commun. Lorsqu'il est utilisé contre le bien commun, et que, alors là, le droit en lui-même est juste, d'une manière générale, ce droit est juste, il est vrai que la chose est juste, mais dans ce cas-là, ça ne s'applique pas, parce que par ailleurs, il y a la défense du droit positif, bon, du droit naturel qui est en jeu. Bon, alors je prends l'exemple des campagnes contre l'avortement. Bon, le fait qu'il soit interdit de placarder des affiches en dehors des endroits prescrits est de soi un droit positif découlant du droit naturel qui est bon et qu'il faut suivre. Donc placarder partout des affiches, salir les murs, c'est pas conforme au bien commun, on doit en conscience se soumettre au droit positif. Seulement, bon, il y a une situation qui fait que la lutte contre l'avortement n'est pas possible si on n'utilise pas certains moyens extraordinaires, étant donné qu'il y a un blackout complet dans la défense de ce droit naturel. En conséquence, on peut ne pas, dans ce cas particulier-là, respecter cette loi. C'est une question de prudence. C'est aussi une question d'appréciation des situations. Il peut se faire que, eu égard à la situation particulière, ce soit effectivement injuste de ne pas respecter cette loi qui interdit l'affichage. Mais on peut aussi apprécier les circonstances. Les circonstances peuvent être telles qu'au contraire, il peut être juste que. Alors dans ce cas, évidemment, on pourra ne pas
utilisé parce que le droit positif vaut, évidemment, dans les cas généraux, il ne vaut pas dans les cas particuliers où ça peut avoir des exceptions. Bon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où la détermination du droit positif est contraire au droit naturel dans tel cas particulier que le législateur n'a pas prévu. Alors, lorsque on entre dans un cas que le législateur n'a pas prévu, on doit interpréter le droit, on doit voir le droit de telle manière que on sauve le droit naturel, c'est ce qu'on appelle l'épiquie. L'épiquie, c'est une détermination particulière selon l'intention du prince, mais contre le droit positif. C'est une détermination contraire au droit positif dans un cas extraordinaire. Détermination contre le droit positif dans un cas extraordinaire. Conforme à l'intention du prince. Conforme à l'intention du prince. C'est-à-dire qu'on pense que celui qui a édicté cette détermination de droit positif, s'il avait connu ce cas-là, aurait dit lui-même qu'il fallait agir autrement. Évidemment, il y a des règles dans l'épiquie, vous verrez ça en théorie morale. Ça suppose qu'on ne peut pas avoir accès au prince et au législateur. Évidemment, si celui qui a fait la loi, on peut lui téléphoner, on peut lui parler, à ce moment-là, on aura le droit de faire l'épiquie. Bon, c'est comme dans un règlement dans la communauté ici. Bon, eh bien, vous êtes tenu par un droit positif, par exemple, à rentrer le mercredi, une heure qui a été mise sur le papier. Bon, c'est une détermination du droit positif auquel vous êtes tenu en conscience. Mais il se trouve que vous rencontrez un accident sur la route et qu'il faut porter secours. Eh bien, vous allez arriver en retard, évidemment, parce que vous aurez porté secours. Eh bien, c'est un cas d'épiquie. Parce que vous pouvez penser raisonnablement que celui qui a qui a décidé ce droit, dans ce cas particulier-là, où vous n'avez pas pu l'atteindre, eh bien, aurait dit, oui, vous pouvez le faire. Vous voyez, c'est un cas d'épiquie, oui. Ah, épiquie. Épiquée, il y a, en grec, epsilon, pi, i, qui, epsilon, iota, alpha. Bon, en latin, e-p-i, c-h-e-i-a, qui avec ses mains en français, on trouve avec le K également. Donc, vous voyez, le juge applique le droit naturel et le droit positif. Il ne peut pas, c'est une faute grave, que d'appliquer un droit positif contre le droit naturel. De même également, le droit positif est une détermination du droit naturel, si un droit positif qui est contre le droit naturel, il est invalide. Un droit positif contraire au droit naturel n'existe pas, ça n'est pas un droit. Autrement dit, les législateurs n'ont pas le pouvoir d'ordonner des choses qui vont contre le droit naturel. Donc si aujourd'hui nous sommes face à des lois qui sont contraires au droit naturel, nous devons refuser de nous y soumettre, évidemment. Il ne faut pas dire que le droit peut, les législateurs ou le prince peut promulguer ce qu'il veut, peut décider ce qu'il veut, c'est pas vrai. C'est une détermination du droit naturel, et c'est pourquoi les juristes doivent connaître le droit naturel. Oui. Alors, cette question relève de l'éthique. Est-ce que la morale peut être déformée dans un esprit au point qu'il ignore les principes de morale? Alors, dans les premiers principes, non, certainement pas, et ça ne peut pas. Il ne peut pas être incoupable. Mais dans certaines conclusions du droit naturel, ça c'est bien possible. Alors voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a remplacé le droit naturel par les droits de l'homme, ou même on appelle le droit naturel les droits de l'homme. Alors quelle est la différence? Il y a d'abord une différence de, je dirais, logique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, le droit naturel est fondé sur une nature humaine. Donc il reste très général, très universel, et il est déterminé par le droit positif. Dans la conception des droits de l'homme, on s'appuie sur une nature universelle distincte en actes, sur une nature universelle non diversifiée, comme la nature universelle de Scott. Ce qui entraîne de mettre dans le droit naturel des choses qui sont du droit positif, des choses qui devraient être dans le droit positif, on les met dans le droit naturel. Parce que on veut appliquer, on considère une nature humaine vraiment indiversifiée, qui est la même pour tous les hommes, mais sans les différences naturelles, sans les différences hiérarchiques, où on considère tous les hommes parfaitement égaux, donc indifférenciés, et donc on considère comme étant de droit naturel
des choses qui devraient être diversifiées. Donc on voudra établir dans l'univers entier, dans le monde entier, comme étant de droit naturel, comme étant droit de l'homme, des choses qui ne pourraient être que des conclusions ou des déterminations. Donc les mêmes lois partout, parce que c'est prétendument du droit naturel alors que ça n'en est pas. C'est la première faille, voyez, qui ressort d'une métaphysique scotiste. Écoutez, par exemple, le droit à la propriété privée. Le droit à la propriété privée, ce n'est pas du droit naturel. Eh bien, que maintenant, mais au début du droit naturel, au début du droit de l'homme, on considère la propriété privée comme un droit absolu. Donc on veut appliquer les mêmes lois dans le monde entier. Donc vous avez une déclaration universelle des droits de l'homme qui est valable pour tout le monde. Alors que justement, ce qui est en dehors du droit naturel ne devrait pas être appliqué à tout le monde. D'où l'idée d'obliger tous les peuples au même droit. Et puis quel droit, on va le voir ensuite. Bon, mais ça c'est une première faille, c'est d'abord cela, voyez. C'est de vouloir avoir les mêmes droits absolument pour tout le monde, comme si c'était du droit naturel, alors qu'en fait ce n'est pas du droit naturel. Comme si nous avions une nature humaine distincte en acte chez tous les individus. Comme si c'était la même. Chez Rousseau, c'est ça. Écartons les faits car ils ne répondent pas à la question. Donc vous avez la nature humaine chez Rousseau, la personne humaine chez Rousseau, c'est une personne qui est anhistorique. C'est-à-dire c'est pas la personne concrète, c'est une personne idéale. C'est un homme idéal qui n'existe pas. Et c'est en fonction de cet homme idéal qui n'existe pas qu'on édicte des lois universelles. Et qu'on donne un droit universel. Alors qu'en fait, ça pourrait être valable pour certains hommes. Bon, c'est la première faille. Deuxième faille, c'est que ce n'est pas le droit de l'homme qui remplace le droit naturel, n'est pas ordonné au bien commun, mais à la personne. Il n'est pas ordonné au bien commun, mais à la personne. Je vous en avais déjà parlé, me semble-t-il, quand nous avions traité de la Révolution. C'est la deuxième faille, c'est que c'est la personne, c'est centré sur la personne, et non pas sur le bien commun. Donc alors non seulement on veut appliquer des droits universels qui n'en sont pas, mais en plus, c'est même contraire au droit naturel parce que c'est la défense de l'indépendance de la personne contre toute communauté. Et vous prenez les droits de l'homme, c'est ça. Donc droit de l'homme contre toute communauté, pas d'autre autorité que la cité, pas d'autre autorité que la société. Donc pas d'autorité dans la famille en particulier. Et alors, évidemment, dans les auteurs qui défendent les droits de l'homme, ou qui les ont préparés, vous avez une doctrine du droit naturel selon cette conception, où on vous parle de droits fondamentaux de la personne humaine ou de droits naturels de l'homme, voyez, ou de droits naturels. C'est une équivoque. Alors là, je n'ai pas traité, je ne pouvais pas, voyez. Il y aurait toute une étude de philosophie, d'histoire de la philosophie du droit, pour montrer les sources des droits de l'homme et montrer d'où ça vient. C'est pas arrivé comme ça un beau jour en 1789, hein. Certainement pas. Certainement pas. Alors si certains veulent faire des recherches, bon, alors il y a tout un travail à faire. Hein, vous trouvez les sources chez Pufendorf, chez Locke, chez Wolff. Bien sûr, les mêmes métaphysiques déviées conduisent à des conceptions fausses du droit. Les droits de l'homme sont issus de fausses conceptions du droit naturel. C'est un droit naturel qui, au lieu d'être rapporté au bien commun, est rapporté à la personne, voyez. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas être récupéré dans une doctrine droite, mais l'expression droits fondamentaux de la personne humaine, voyez, donne l'impression qu'on fonde le droit sur la personne, alors que le droit est fondé sur le bien commun. Alors, le bien commun requiert, bien sûr, que la personne ait des droits, mais c'est fondé sur le bien commun. C'est parce que la personne est membre d'une communauté qu'elle a des droits, vous voyez. Sauf, bien sûr, les droits qui se rapportent à la vie spirituelle, surnaturelle. Mais à ce moment-là, c'est fondé sur quoi? C'est fondé sur l'Église. Donc on entre dans un domaine où le droit de la cité doit se soumettre au droit de l'Église. Mais c'est au minimum mal dit que de parler de droit fondamental de la personne humaine, vous voyez. C'est pas centré sur la personne humaine. C'est fondé sur la cité et sur l'Église. Alors le droit de l'Église requiert que la personne humaine soit libre de vaquer à sa religion. Pardon, à la religion. Mais pas à sa religion, absolument pas. Oui. Mais c'est pour ça que le courant maritain défend les droits de l'homme, évidemment. Parce que pour Maritain, l'individu est inférieur à la cité. Donc, sous ce rapport-là, pas de droits de l'homme. Donc tout l'aspect économique pourra conduire éventuellement au socialisme, hein, puisque là on élimine la personne. Mais tout ce qui regarde le spirituel, pour lui, relève de la personne.
et non pas de la cité. La personne est supérieure à la cité au plan spirituel, au plan moral. Donc les droits de l'homme, ça entraîne l'intégration de l'idéologie des droits de l'homme avec le catholicisme, enfin avec soi-disant la tradition catholique, mais en fait ça n'a rien à voir. Et il faut pas, alors justement, il faut faire très attention à ne pas confondre le droit naturel et les droits de l'homme. Et alors, bien sûr, attention au vocabulaire, c'est-à-dire que vous avez des auteurs qui préparent les droits de l'homme et qui utilisent l'expression droit naturel. Et c'est ce qu'on trouve c'est ce qu'on appelle les jus naturalistes, c'est-à-dire des philosophes du XVIIIe siècle qui utilisent le mot droit naturel, mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que c'est un droit naturel qui ne considère plus la cité, la primauté de la cité et de l'Église, mais qui considère la personne comme étant un absolu. J'ai développé cet aspect-là quand je vous ai traité de la Révolution. Donc c'est évidemment un contresens que de parler des droits de l'homme, comme un droit naturel, ce n'est pas ça du tout. Autre conséquence, vous avez un droit, dans le droit positif, vous avez un droit qu'on appelle droit purement pénal. Droit purement pénal, qu'est-ce que c'est ? C'est un droit dont la détermination n'oblige pas en conscience. C'est un droit dont la détermination n'oblige pas en conscience, mais seulement à la peine. Un droit qui n'oblige pas en conscience, mais seulement à la peine, parce qu'il n'est pas lié immédiatement au droit naturel. Un droit qui n'oblige pas en conscience, mais seulement à la peine, parce qu'il n'est pas lié immédiatement au droit naturel. Je vais vous donner quelques exemples. Il n'oblige pas en conscience, mais seulement à la peine, parce qu'il n'est pas lié au droit naturel. C'est-à-dire que ne pas l'observer n'est pas un péché, ne pas l'observer n'est pas un péché, mais si on est condamné, on doit remplir la peine en conscience. Mais de soi, ce n'est pas un péché de ne pas l'observer. Je vous donne un exemple. La conduite à droite ou à gauche. Si vous conduisez à gauche, vous mettez en jeu la vie d'autrui. Vous êtes dangereux vraiment. Donc là, vous êtes tenu en conscience. Vous êtes tenu en conscience parce que vous êtes dangereux pour autrui, vous mettez en jeu la vie des gens. Et les lois sur le stationnement, en soi, c'est pas lié au droit naturel. Donc ce n'est pas un péché de se garer en stationnement interdit. La limitation de vitesse. Si vous mettez en jeu la vie des gens, par exemple, en roulant à 200 km. On peut penser qu'à 200 km/h, vous êtes un danger. Là, vous faites un péché. C'est un acte moralement mauvais, parce que c'est effectivement dangereux. Bon, si vous roulez à 150 ou 140 ou 150 au lieu de 120, vous ne mettez pas en jeu la vie des gens, c'est pas vrai. Donc, ce n'est pas un péché. Mais si par contre vous êtes pris, alors là, le bien commun requiert que vous vous soumettiez. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, si vous n'obéissez pas aux peines qui vous sont soumises, vous allez contre le bien commun parce que c'est contraire à l'ordre public, parce qu'à ce moment-là, on n'obéit pas, ça donne une non-obéissance générale aux lois. Donc là, il y a une faute. Mais en soi, ce n'est pas un péché de ne pas respecter les limitations de vitesse. Alors c'est là qu'il faut faire attention. Vous avez des gens qui sont des inconscients et qui font des péchés, des fautes, en ne respectant pas certaines limitations, parce qu'il y a un danger réel. Et puis vous en avez à l'inverse d'autres qui sont des scrupuleux. Alors ils roulent à 120 sur l'autoroute et pas plus, parce que non, ça c'est pas vrai, c'est du scrupule. À moins que la voiture soit en mauvais état, ce qui est autre chose, évidemment. Au-delà de 120, certaines voitures peuvent effectivement être dangereuses. Et ça, à ce moment-là, vous allez contre. Distinction entre le droit purement pénal et le droit, disons, général. Là, il faut faire attention quand on est confronté à certains problèmes. S'agit-il de droit purement pénal ou pas ? Il y a aussi le problème des lois injustes, des droits qui peuvent être injustes dans certaines peines. Il y a des peines qui peuvent être injustes. Par exemple, on peut peut-être penser, je n'ai pas examiné la question, mais on peut peut-être penser que certaines amendes sont injustes. Auquel cas, il serait moralement possible de ne pas payer. Mais ça, c'est pas possible dans tous les pays. Dans d'autres pays, c'est pas possible. Mais là, on peut discuter du fait que certaines amendes peuvent être injustes, éventuellement, parce que c'est une manière pour l'État de remplir ses caisses, et non pas tellement de veiller au bien commun.